Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là, très nombreux. Il y a pile poil le nombre de tickets et le nombre de fauteuils. Donc vous voyez que on a, grâce à ce système où vous nous donnez un petit coup de fil, pu réguler. On est très content que vous soyez tous là. On a un programme assez dense. Vous n'allez pas sortir de la salle de sitôt. Parce qu'on va commencer d'abord, mais c'est Samuel Lequette qui présentera plus en détail avec Yvan Bourgnon une présentation de son projet dont vous avez déjà vu dans l'exposition qui est juste devant l'auditorium, le travail qu'il a entamé. Mais il va en parler de vive voix, il va rentrer par la porte des artistes. Voilà, il arrive. Bravo, on peut l'applaudir, ouais. Et Éric Monin, qui se met un peu plus dans la lumière, parce que sinon personne ne te voit. Éric Monin qui complète, finalement, il y en a un qui lutte contre le plastique dans les mers et l'autre qui collectionne le plastique, parce que Éric est enseignant-chercheur à l'école d'architecture de Lille, et depuis quelques années déjà, il collectionne des sacs avec des représentations d'architecture qui sont consciencieusement conservés, donc il ne risque pas d'arriver dans le bateau d'Yvan. On est très content que tu aies aussi accepté de montrer une partie de ta collection, parce qu'elle est bien plus importante. Peut-être tu veux dire deux mots? Oui, je vais être bref. Je suis ce qu'on appelle un sacu-plasticophile. Oui, ça fait toujours rire. Mais rassurez-vous, c'est pas contagieux, a priori. Mais l'idée, finalement, c'est de vous encourager à regarder ce qui se passe dans votre quotidien. Alors, bon, j'ai pris l'exemple des sacs plastiques publicitaires. Je collectionne d'autres choses également, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Peut-être, ça pourrait être long. L'idée, c'est de regarder ce qu'il y a sur ces sacs, et en particulier quand ils racontent de l'architecture, quand ils racontent des histoires d'architecture. Alors, j'ai une collection de 500 sacs. Le grand collectionneur français en a 40 000. Je suis un tout petit à côté de lui. Il s'appelle Bernard Cadot, il est à Toulon. Donc ces 500 sacs parlent tous d'histoire de l'architecture, d'histoire d'architecture. Et récemment, un bouquin a été publié, il est sorti il y a 2 jours, édité par les éditions du Cercle Profane, où j'ai repris finalement les sachets de l'exposition, une expo qui comptait 59 sachets initialement. Elle a été dédoublée puisqu'actuellement il y a une autre exposition qui a lieu également à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette. Voilà, je vous remercie. Alors, tu as oublié de faire un peu de pub, parce que le livre... Oui, allez-y. Hein. Le livre est donc sorti jeudi, juste à temps pour vendredi et puis pour aujourd'hui. Et vous pouvez le consulter, voir l'acquérir et le faire dédicacer par notre Sacu-plasticophile. Et on dirait même, alors le titre du livre, c'est Archi-sacu-plasticophilie. Voilà, vous voyez que... Alors, Yvan, je ne vais pas vous présenter, c'est Samuel qui va s'en charger, parce que c'est le projet qui a été porté dans le cadre des Dimanches des Arts Urbains par Pamela, et tu parles beaucoup mieux du contenu que moi. Oui. Bon. Bonjour. Oui. Rappelez très simplement, très rapidement, pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois ici, ce que c'est que les Dimanches des Arts Urbains. C'est un événement qui a lieu comme ça une fois par mois, le 3e dimanche de chaque mois, et qui combine à la fois une performance artistique, une conversation publique, et puis un moment de rencontre. Et donc à l'issue de la conversation et puis du concert, vous pourrez justement retrouver les invités en marge de l'événement pour discuter plus directement, et puis prendre un verre, acheter un livre, acheter un disque éventuellement, et des légumes, voilà. On reçoit aujourd'hui donc Yvan Bourgnon, et puis le musicien et écrivain Bertrand Belin. Yvan Bourgnon est connu pour ses exploits sportifs, pour ses défis, ses tours du monde et ses records. Une vie d'aventurier qui a commencé à l'âge de 8 ans, à l'occasion d'un tour du monde de presque 4 ans, avec ses parents et son frère Laurent. Pour Yvan Bourgnon, la navigation est une conduite existentielle, une école de la sagesse. Ce dimanche, il vient nous parler d'un projet démesuré, inspiré d'un poisson fantastique, le projet Manta. Le Manta est un navire hauturier innovant, sans moteur, pour réduire la pollution plastique en mer. Bertrand Belin, qui viendra ensuite, est un musicien qui écrit des livres et un écrivain qui enregistre des disques. Il publiera en janvier un 6e album, Persona,
ainsi qu'un troisième roman intitulé Grand Carnivore. Bertrand Belin, on le dit dandy, grave, nonchalant. Bertrand Belin a le sens du sens et du son. Au milieu du tapage et des merveilles de la ville, il invente à l'intérieur de la langue française des chansons penchées, des chansons bègues, des chansons muettes, des architectures nouvelles qui échappent au sens bien net, de nouvelles choses qui sont de nouvelles forces, de nouveaux agencements minoritaires, un vocabulaire poétique et musical qui vient autant du rockabilly des années 50 et de Johnny Cash que de Colette Mani et de la poésie de Christophe Darcos. Voilà, ce sera tout à l'heure. Et pour l'instant, et puis pour commencer, donc je vous propose d'accueillir Yvan qui est déjà là, et puis on est ravis qu'il soit là. Eh bien, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir de voir cette belle salle remplie. Merci d'être présent. Et pour ma part, c'est ma première fois à Dunkerque. Donc pour un marin, c'est pas terrible, mais je promets de revenir et de faire des efforts. Surtout que notre directeur général de The Sea Cleaner est quand même de Dunkerque. Et malgré qu'il il essaye de me convaincre de venir ici depuis 2 ans, j'ai dû attendre. Hein. Donc voilà, du coup ça va être chose faite, mais j'ai remarqué qu'il faisait aussi froid qu'en Suisse, hein, parce que je suis originaire de la Suisse, moi des montagnes, du Jura. Donc voilà, j'étais plutôt prédestiné à faire de la montagne au départ. Et effectivement, c'est mes parents qui ont fait le choix de larguer les amarres, entre guillemets, de leur boulangerie en Suisse et de lire les bouquins de Moitessier et de partir faire le tour du monde. Et c'est comme ça qu'ils nous ont emmenés, moi et mon frère, faire ce fameux tour du monde autour de la planète. Et voilà, du coup, ça nous a un peu piqué et on avait du mal à imaginer de faire autre chose que d'être sur l'eau au retour de ce tour du monde en famille. Et puis, moi, j'ai eu la chance de faire 20 ans de carrière sportive dans la compétition. Vous avez entendu parler de la Route du Rhum il n'y a pas longtemps. Donc, ça a été mon quotidien pendant 20 ans. Et puis après, j'ai voulu revenir un petit peu aux sources, un petit peu à ce que mes parents m'avaient fait goûter, en fait, c'est-à-dire une voile toute simple où on naviguait aux étoiles, au sextant, où on naviguait avec rien. Et voilà, on vivait jour après jour la navigation. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de revenir sur des petits bateaux, des petits catamarans de sport. Vous allez voir à l'image tout à l'heure, c'est tout petit, hein, ça fait vraiment... ça fait 6 mètres de long, donc c'est un peu plus grand que la taille de l'écran. Et ça fait 50 cm de haut, donc c'est vraiment à ras de l'eau. Il n'y a pas d'habitacle, il n'y a pas de cabine. Et l'idée, c'était d'aller faire le tour du monde là-dessus. Donc c'était un peu une idée farfelue au début, mais ça permettait de vivre vraiment au plus près de la nature, au plus près de l'eau, et puis d'avoir à gérer cette monture pendant près de 230 jours de navigation avec 15 escales autour du globe. Et je suis parti en octobre 2013 avec un équipier, Vincent Beauvarlet. On avait à peu près tout imaginé, démater, s'échouer et avoir beaucoup de casse évidemment. Mais j'avais juste imaginé, il y a juste une chose que je n'avais pas imaginé, c'était de perdre mon équipier. Alors, je ne l'ai pas perdu au premier sens du terme, je vous rassure, mais je l'ai perdu parce qu'il a perdu 10 kilos dans les 10 premiers jours et puis qu'il était malade et qu'il a dû renoncer à l'aventure aux Canaries. Et à ce moment-là, quand il a fallu prendre la décision de continuer seul l'aventure, c'était un peu particulier parce que le bateau n'était pas du tout adapté au solitaire et j'avais jamais navigué en solitaire sur ce genre de bateau. Donc, il n'y avait pas de pilote, pas d'électronique, rien du tout. Il a fallu bricoler un petit pilote automatique quand même et improviser aux Canaries. Et je suis reparti et j'ai appris au fur et à mesure finalement à naviguer en solitaire sur ce petit catamaran. Et puis le tour du monde s'est enchaîné avec pas mal de déboires puisque je me suis notamment échoué au Sri Lanka sur les cailloux où il a fallu reconstruire le bateau là-bas pendant quelques mois avant de repartir. Et en juin 2015, je suis arrivé à Ouistreham, donc c'est déjà un peu plus proche d'ici. Et là-dessus, c'était difficile de revenir sans imaginer de reprendre la mer. Après 230 jours, ça s'est étalé sur 20 mois, c'était vraiment une coupure avec le monde assez incroyable. Et donc je suis reparti dans une autre aventure qui était cette fois-ci d'aller plutôt constater le réchauffement climatique. Donc sur ce tour du monde, en fait, j'avais eu la malchance de naviguer donc, dans l'océan Indien, c'est-à-dire le long de l'Indonésie, Sri Lanka, Maldives, et c'est là vraiment que j'ai constaté en fait la pollution maritime de plein fouet, même si dans ma carrière sportive j'avais déjà heurté des containers à 3 reprises, j'avais eu beaucoup de casses
gouvernail, de dérive. On en a encore entendu parler dans la route du Rhum. Mais là, de naviguer vraiment dans les zones les plus contaminées, près de Bali, près de ces coins-là, ça m'a vraiment fait peur parce que je me suis dit, mais c'est pas seulement les microbilles de plastique dans les océans, c'est aussi les macro-déchets qui proviennent bien de quelque part et qui sont là aux abords des côtes et des grandes villes, des grands fleuves. Et donc je me suis arraché pendant des semaines à naviguer dans ces plastiques, à les enlever. Alors évidemment, quand tu navigues sur un grand bateau, sur un grand paquebot, sur un cargo, ces plastiques, tu les vois à peine et tu n'en subis pas vraiment les conséquences. Mais quand tu navigues avec ce petit bateau à ras de l'eau, à la voile, forcément le moindre morceau de plastique devient un obstacle. Et vous verrez que ça a été un peu le cas. Et puis, quand je suis revenu de ce tour du monde, c'est là que j'ai décidé d'aller faire une autre expédition dans le Grand Nord, plus pour constater le réchauffement climatique. Alors, je suis parti dans l'idée de faire le passage du Nord-Ouest à la voile. Alors, qu'est-ce que c'est le passage du Nord-Ouest? C'est la dernière grande voie maritime qui a été découverte au début du XXe siècle, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Et depuis, il y a seulement une centaine de voiliers qui sont passés là-bas, donc autant vous dire que c'est quand même encore un endroit très peu fréquenté. C'est tout simplement rejoindre le Pacifique et l'Atlantique par le Grand Nord, par l'océan Arctique. Et l'idée d'aller le passer à la voile, ça me titillait un peu, parce que pour l'instant, tous les bateaux étaient passés évidemment surtout en moteur, même s'ils mettent de temps en temps la voile, et puis surtout du moteur pour pouvoir pousser les glaçons de temps en temps. Mais là, j'entendais parler de ces glaçons qui s'éparpillaient de plus en plus, en tout cas en juillet-août, et je me suis dit, voilà, ce petit bateau, bon, il est à la fois peut-être trop petit, trop fragile pour pas passer là-bas, mais il a l'avantage d'avoir de la vélocité, de pouvoir être tout petit et de pouvoir se faufiler peut-être entre les glaçons. Et voilà, j'ai plutôt eu des bons conseils pour y aller. On m'a dit, voilà, l'océan Arctique l'été, c'est 2 mois de soleil, c'est pas de tempête, c'est des températures froides mais plutôt positives. Donc du coup, je me suis dit, finalement, ça va pas être si compliqué, je vais pouvoir y aller. Donc je vais vous laisser découvrir ça en images. Vous allez voir que c'est un peu compliqué en fait par rapport à ce qu'on m'avait annoncé. On peut couper la lumière peut-être ? On y est, il fait 2 degrés. J'ai toutes les couches. J'approche de la pointe nord de l'Alaska. Et je suis frigorifié. Ouais, il y a 20 ans, j'aurais jamais pu passer ici à la voile. C'est chose possible, malheureusement, à cause du réchauffement climatique. Vous avez vu comme c'est beau ça? Voilà comment je barre dans les glaces pour pouvoir avoir plus de visibilité devant. Voilà, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir trouver mon chemin. Me mettre le plus haut possible sur le bateau tout en barrant. Le problème c'est que j'aimerais bien avoir du vent pour pouvoir pas passer cette zone de merde. Voilà, il va vite falloir que je me sorte de ce merdier là avant que la nuit tombe. Donc il n'y a pas de temps à perdre. Putain, mais les conditions de merde que j'ai quoi. Il n'y a pas de vent, il y a des glaçons, il y a la nuit quoi. C'est toujours le stress et j'en ai plein de marre quoi. Putain, je suis tout le temps tendu, tout le temps quoi. Il n'y a pas une minute de répit, j'en ai marre, nom de Dieu. C'est pas magnifique hein. C'est le pire moment, c'est quand je dois aller aux toilettes. J'essaie de choisir un moment où il y a du soleil. Et là il fait -5. Il faut que j'enlève une bonne partie de mes vêtements. C'est trop froid. Le pont est complètement verglacé. Il faut que je fasse très attention de ne pas glisser. Voilà, j'ai atteint le point le plus au nord de là où j'irai jamais. 73 degrés, 54 minutes et 45 nord. Voilà, a priori c'est le maximum d'heure que j'aurai. Alors j'ai la chance de voir des superbes glaciers qui descendent entre les montagnes. Le glacier se jette dans la mer et fournit des petits icebergs que je dois éviter après.
Grande surprise ici à ce mouillage avec le bateau d'Amundsen qui est remorqué par des Norvégiens jusqu'en Norvège. Il est mouillé juste à côté de moi et le coup du sort c'est que la nuit dernière en plus il a failli, le remorqueur qui le tire a dérapé sur moi et on a failli terminer tous les deux dans les cailloux. Ça aurait été quand même le comble que j'abandonne le défi à cause du bateau d'Amundsen. La tempête, il y a 40 de vent, ça fallait. Premier jour de soleil depuis 3 semaines. Je crois que ça fait depuis le 15 août que j'ai pas vu le soleil alors qu'on est le 12 septembre. Ben, je peux vous dire que ça change la vie. Hein. Donc, le 15 juillet, je suis parti, j'ai franchi le cercle polaire au niveau d'Alaska, ce qui caractérisait le début du passage du nord-ouest. Et là aujourd'hui on est le 18 septembre et je devrais refranchir du nord vers le sud cette ligne du cercle polaire. Donc le cercle polaire c'est 66 degrés 33, 3, 2, 0. On a franchi le cercle polaire avec ma louloute. C'est pas magnifique ça? Ça y est, le défi immédiat est accompli. Oh là là, honnêtement c'est la première fois que je ressens vraiment la peur sur l'eau. Le truc là qui te prend le ventre voilà, tu sais pas ce qui va t'attendre, tu sais pas ce qui va se passer. Et ça pas une fois, pas deux fois, mais 25 fois quoi. Un truc de fou. Le danger était faramineux quoi. C'était sur l'eau à 3 degrés en permanence et il y a tout qui est fait pour te broyer. Les glaçons qui se déplacent dans tous les sens, les cailloux qui ne sont pas identifiés, les tempêtes, les vents catabatiques, tout est là quoi, pour te mettre dans l'eau. Et si tu es dans l'eau, tu es mort. Donc quand j'ai fait le tour du monde, j'avais pas peur de chavirer, j'étais dans l'eau chaude quoi. Là, à chaque fois, quand ça a soufflé à 70 nœuds, mais je sais même pas comment le bateau est resté à l'endroit. Je chavirais, c'était fini quoi. Merci. Bon, bah, ça vous donne envie, je pense, non? Il y a des partants, non? En fait, moi, je suis tout seul. C'est pas parce que j'aime être seul, hein, c'est juste parce que je trouve pas de copains pour venir avec moi. Donc, s'il y a des volontaires, c'est avec plaisir. Hein. Vous avez vu que le plus courageux là-dedans, c'est pas moi, finalement, c'est ma femme. Parce que je me suis bien organisé. Je suis quand même parti une semaine après la naissance de Tao. Et quand je suis revenu, il commençait à faire ses nuits. Donc, c'était parfait. Hein. C'était pas fait exprès le timing, mais j'avoue que je l'ai appelé une fois. Je me souviens dans la plus grosse tempête que j'ai eue, en fait, en sortant d'un fjord au niveau de l'île de Baffin. Le vent n'était pas prévu comme ça, et montait. Et dans la nuit, j'étais à sec de toile. J'avais les ancres flottantes. J'avais mis tout ce qui pouvait flotter, même pas flotter, toutes les ancres, tous les bouts, tout ça dans l'eau pour freiner le bateau. Et le bateau s'envolait littéralement. Donc je me suis dit, il faut que j'appelle le météorologue pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ce système météo. Et en fait, j'étais avec la barre dans la main, le téléphone par satellite dans la capuche de la combinaison étanche et tout. Et j'arrivais pas à le joindre à 3 h du matin, évidemment, il était en train de roupiller. Et là, du coup, j'ai eu le réflexe d'appeler Géraldine. Et j'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je suis en danger de mort, là, parce que c'était vraiment de chaud patate. Et il faut vraiment que tu joignes le météorologue, vois ce qui se passe et tout. Et j'ai raccroché. Le problème, c'est que j'ai rappelé que 3 jours après. Donc forcément, à l'arrivée, c'était un peu tendu. Mais je me suis rattrapé depuis. Hein. Voilà, donc c'est un défi qui s'est bien passé, mais c'est vrai que c'était tendu dans le sens où il y a un timing en fait serré pour le faire. Il faut le faire en juillet-août. Et puis à partir du 15 août, la nuit revient. Et quand la nuit revient, tu n'as plus la visibilité parce que là-bas, il y a un plafond nuageux très bas, vous l'avez compris, puis pas de visibilité qui vient de l'eau parce qu'il n'y a pas de plancton. Donc du coup, tu navigues à vue et tu navigues avec ce que tu vois devant. Et quand il y a la nuit, tu vois très très peu devant. Tu vois 15-20 mètres, mais pas plus.
Et donc du coup, quand c'était au milieu, quand c'était 24 heures de jour, au début ça allait, mais de nuit, avec les glaçons, c'était chaud. Alors c'est vrai que quand je me suis fait bloquer dans les glaces, là il faisait encore un petit peu jour, et puis il y avait des glaçons partout, j'avançais très lentement. Mais après, quand je me suis retrouvé au mois de septembre, j'étais dans la mer de Baffin, j'étais dans des creux de 3, 4, 5 mètres. Et là, naviguer au milieu des glaçons en pleine nuit, c'était de l'ordre de la roulette russe, donc ça c'était moins drôle. Et voilà, surtout que le météorologue m'avait dit, en fait, quand je suis reparti de la mer de l'île de Baffin, il m'avait dit, bon voilà, on est le 10 septembre, il te reste 10 jours pour finir. Maintenant, c'est fini, il n'y a plus de tempête, il n'y a plus de glaçons. Voilà, c'est du vent de nord, c'est du vent portant. Tu vas faire du sud, donc tu vas aller vers le bon. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce qu'il n'y a eu que des glaçons, que des tempêtes qui se sont enchaînées, à plus de 40 nœuds à chaque fois. Et voilà, et en plus, il y avait une houle de nord-est que je ne pouvais pas lutter, donc je n'arrivais pas à traverser la mer de Baffin pour aller du côté du Groenland. Alors j'ai eu un petit mouillage aussi un peu difficile, le premier en Alaska. Je venais de prendre 10 jours de pluie. Donc vous l'avez compris, il n'y a pas eu beaucoup de soleil. En fait, moi j'avais tout misé sur le soleil parce que on m'avait dit là-bas c'est tout le temps soleil, l'océan Arctique en juillet-août. Donc j'avais mis 3 panneaux solaires. Je me suis dit ça va aller bien, ça va charger. Et sauf que ça ne chargeait pas assez. Donc au lieu de barrer comme je l'espérais de 3 heures par jour, je me suis mis à barrer plutôt 18 heures par jour parce que j'avais pas assez d'énergie pour faire marcher mon pilote automatique. Et du coup, j'étais tout le temps dans le rouge, tout le temps en fatigue extrême. Et à un moment donné, en Alaska, j'avais pas dormi depuis 3 jours. Et il a fallu que je me trouve un mouillage pour accéder. Et donc, je suis arrivé au mouillage, à la voile, j'ai jeté l'ancre. Puis comme il y avait pas mal de vent dans la marche arrière, le bateau a été un peu rapide. Et là, j'ai vu que le bout partait, puis qu'il n'était pas forcément bien tenu. Donc, j'ai lâché la barre. Je me suis dit, je vais attraper le bout de l'ancre, c'est pas grave, je vais l'attacher. Et sauf qu'à ce moment-là, l'ancre s'est agrippée au fond. Et en fait, j'ai catapulté à l'avant du bateau. Je suis parti avec l'ancre, avec le bout, et je me suis retrouvé, heureusement, j'ai accroché le tangon à ce moment-là, et puis j'avais le bout de l'ancre de l'autre main. J'ai réussi à accrocher le bout de l'ancre sur le bateau, et donc j'ai sauvé l'ancre. Mais par contre, moi j'étais dans l'eau, et là, c'est là que j'ai réalisé en fait que ma combinaison étanche, je l'avais ouverte. En grave erreur, mais en même temps, quand tu fais une manœuvre là-dessus, tu as vite chaud quand même, donc avec ces combinaisons étanches, ou que tu as 5 couches à l'intérieur, tu es content d'ouvrir la braguette, comme on dit, qui est ici, là, ventrale, et puis comme ça, tu peux respirer un peu. Et donc, du coup, sauf que là, dans l'eau, l'eau à 3 degrés rentrait dans la combinaison. Donc, non seulement j'étais pris par le froid, et donc je sentais bien que les minutes, j'avais que quelques minutes pour me sortir d'affaire, mais en plus, l'eau qui rentrait en combinaison, il y avait pas de, c'était les bottillons étanches. Donc, j'avais 50 kg de plus avec moi, en fait, d'eau. Et donc là, je me suis dit, je vais remonter sur le bateau. Alors j'ai essayé l'arrière, l'avant, les étraves, le machin. Impossible, le bateau est pourtant pas très haut, il est comme ça, mais impossible de remonter dessus. Et donc je me suis dit, je vais mourir là, au pied de mon bateau, comme un couillon. Et c'est quand même con, et je voyais bien, et j'avais 7-8 minutes peut-être pour m'en sortir, pas plus. Donc j'ai fini par prendre une écoute de phoque, en fait, qui venait de la voile et qui venait à la poutre avant. Et puis avec ces 2 écoutes, en fait, j'ai fait régler des marchepieds, en fait. Et donc je mettais comme des étriers de chevaux là, sous l'eau, à 70 cm sous l'eau. Je mettais mon pied comme ça, puis je montais 2 cm, puis après l'autre, je réajustais un peu plus haut. Et puis je suis monté comme ça pendant 5-6 minutes de marchepied en marchepied. Et quand je suis remonté sur le bateau, donc j'ai été évidemment frigorifié, mais tellement heureux d'être en vie que voilà, c'était plus très grave d'avoir froid à ce moment-là, quoi. Alors on va parler de Sea Cleaner dans peu de temps, mais si vous avez déjà quelques questions sur cette aventure, ça sera avec plaisir. Je ne sais pas qui veut se lancer. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule ou pas. Non? Vous vous levez, hein, puis vous avez la grande voix sinon. Oui. Tu veux? Ah oui. Alors le bateau, c'est un petit catamaran de sport. En fait, la difficulté, c'est que si je voulais qu'il soit redressable, il fallait pas qu'il soit trop grand. Et c'était quand j'ai conçu ce bateau pour faire le tour du monde, on m'a déjà dit à l'époque, les architectes, parce que c'est une éco-conception, on l'a construit avec ma petite équipe, mais il faisait quand même 450 kilos à l'époque. Et on nous a dit, mais votre bateau, il ne sera jamais redressable. Il fallait qu'il soit redressable. Parce que faire le tour du monde en imaginant ne pas chavirer là-dessus, c'était juste utopique. Donc du coup, tu ne peux pas faire un bateau très grand, tu ne peux pas faire un bateau très volumineux, parce que voilà, sinon tu prends le risque d'être trop lourd et d'être plus redressable. Donc c'est le meilleur compromis qu'on a trouvé, avec ces bancs quand même sur les côtés. Alors au début, pour le tour du monde, il n'y avait pas les petites bâches bleues là qu'il y avait.
C'était vraiment la belle étoile pour le coup, mais sur les tropiques, ça le faisait bien. Dans le Grand Nord, c'était déjà pas mal d'avoir ça. Ça me protégeait surtout de l'humidité, et de la neige et du froid, même si j'ai utilisé en fait en vérité vraiment qu'au mouillage, parce que j'en ai fait 5. Mais en mer, c'était toujours compliqué de se mettre sous cette petite abri, parce que tu dis si je chavire, c'est plutôt je suis dans le cercueil en fait quoi. Donc plus elle est devant, plus moi tu avais envie de la mettre en fait. Donc j'avais tendance à mettre le sac de couchage. Comme vous l'avez vu un peu à l'image, mais j'ai le sac de couchage, forcément, il était trempé quasiment du début à la fin de l'aventure. C'est un peu la différence avec un explorateur qui, lui, tous les soirs, il a un peu son rituel, il plante sa tente, il met le réchaud à l'intérieur, il fait allumer le réchaud, il fait monter la température à la tente, il va se déshabiller, il va se mettre au sec dans un sac de couchage, puis il va avoir quelques heures quand même au sec dans son sac de couchage pour récupérer, puis il va refaire le rituel inverse le matin. Moi, c'est vrai que du coup, je suis tout le temps dans cette humidité, dans ce vent apparent et dans ce froid permanent. Alors, c'est peut-être pas des températures extrêmes, mais c'est vrai que ça finit par agacer, puis ça finit par faire des crevasses, parce que l'humidité, il n'y a rien de pire pour les crevasses. Donc, je suis arrivé avec les mains, j'arrivais plus à fermer les mains plus que ça. Puis, à chaque jonction de doigts, là, de phalanges, il y avait une crevasse. Donc, c'est vrai que le sel marin, c'est plutôt sympa. Oui. L'eau douce, c'est une bonne question parce qu'au début, je me suis dit comment je vais faire. En fait, je suis entouré d'eau douce, mais je ne vais pas pouvoir la consommer parce que la glace, c'est de la glace de 1 an, 2 ans maximum. Donc, elle est chargée de sel. Donc, on ne peut pas la boire. Et on m'avait dit pas de pluie, pas de neige. Donc, je me suis dit pour 60 jours, je vais avoir du mal à embarquer 60 jours d'eau. Et donc, je m'étais dit peut-être qu'il faudra que je fasse une escale au milieu pour pouvoir récupérer de l'eau dans un village. Ce sera peut-être la seule solution, ce qui n'était pas très grave. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de pluie, beaucoup de neige. Et donc, dans ma grand voile, j'avais une gouttière, comme une gouttière de maison, finalement, en textile. Et puis, j'ai connecté un jerrycan et puis j'ai récupéré l'eau de pluie comme ça. Alors, j'ai laissé couler les premières minutes pour que le sel s'évacue. Puis après, voilà. Mais j'ai pas manqué d'eau, non. J'ai manqué de nourriture parce que j'avais pris pour 50 jours de nourriture, voilà. Et donc, ça a duré 71, donc il a fallu que je me limite. Donc c'était bien, j'étais à peu près de la même corpulence, donc j'ai perdu 12 kilos. Ma femme m'a dit, il faut que tu repartes tous les ans, hein, c'est vachement bien, mais c'est un peu dangereux quand même. Hein. Ouais. Ah, pardon, il y a un micro. Ouais. Bon, je vois pas bien avec la lumière, excusez-moi, hein, j'ai une lumière dans la figure. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez vu de la pollution plastique, même sur ces mers-là, dans le Grand Nord. Alors, j'ai vu de la pollution maritime très faiblement quand même dans le Grand Nord. Donc, du coup, moi, pas de plastique là-haut, heureusement. Par contre, ce qui m'a marqué, c'est les discussions avec les Inuits, où les Inuits, ils te disent en fait que eux, devant chez eux, il y a 30 ans, en gros, ou il y a 40 ans au pire, il n'y avait que de la glace, quoi. Et ça, c'est impressionnant. C'est les gens de mon âge, en fait, qui te disent que quand ils étaient petits, les bateaux, ils ne savaient même pas ce que c'était, puisque c'était de la glace 100% du temps de l'année. Et là, ils t'expliquent que maintenant, c'est 3 mois, 4 mois, 6 mois par an de l'eau qui vont pêcher avec des bateaux, que machin. Donc là, tu vois qu'effectivement, c'est pas du pipeau, l'histoire du réchauffement climatique là-bas, quoi. Ça a vraiment fondamentalement changé. Après, moi, j'ai trouvé que la condition des Inuits, c'était un peu ardos, parce que ça m'a fait beaucoup penser comme les Indiens. Ils sont vachement parqués dans des villages. Ils n'ont plus le droit de chasser, pêcher vraiment, parce qu'il y a des quotas maintenant sur les baleines, sur les ours polaires. Et donc, du coup, on les empêche de faire leur passion, en fait, ce qui était leur vie, hein, la chasse et la pêche. Et du coup, maintenant, ils ont tendance à aller au supermarché, à regarder la télé, à être dans les maisons chauffées et à devenir obèses. Et c'est vrai que c'est plutôt triste, en fait. Voilà, on va parler de cyclineurs parce que je crois qu'on a un temps quand même limité. Donc, vous l'avez compris, ce tour du monde, je suis désolé, hein, on n'a pas beaucoup de temps, mais le projet du cyclineur, donc, il est né, vous l'avez compris, suite au tour du monde que j'ai réalisé en 2013 et 2015. On a fondé l'association The Cyclineur directement en 2016 et avec l'idée d'avoir un spectre très large, c'est-à-dire vraiment d'intervenir à la fois sur l'éducation, la sensibilisation, mais à l'échelle planétaire, pas seulement en France, d'intervenir sur aussi la mise à disposition d'outils de recyclage dans les pays les plus défavorisés et d'essayer de collecter ces déchets plastiques en mer. Donc ça a été l'urgence dans le projet, puisque du coup, il fallait inventer un bateau révolutionnaire pour faire ça,
avec deux enjeux majeurs. C'était un, de trouver le système de collecte qui allait bien. C'est-à-dire, est-ce qu'on collecte en aspirant, est-ce qu'on collecte en ratissant derrière les plastiques, est-ce qu'on met des tapis roulants, est-ce qu'on met des filets de pêcheurs? Bon, il y avait toutes sortes de technologies, il fallait réfléchir à tout ça pour que ça tienne aussi dans les conditions de mer difficiles. Et puis après, il y avait une deuxième volet, c'était l'autonomie du bateau. Ça paraissait une hérésie de consommer 50 tonnes de gasoil pour aller chercher 50 tonnes de plastique. Donc il fallait trouver de l'autonomie énergétique sur ce bateau, en tout cas le plus possible. Et on s'est fixé un seuil de 75% minimum. Et là, je veux dire qu'on a eu beaucoup de soucis parce que dans la faisabilité du bateau, les 12 000 heures d'études qui ont été réalisées depuis 2 ans, c'est le travail sur lequel on a passé le plus de temps parce qu'il fallait trouver la meilleure utilisation possible de toutes les énergies renouvelables et surtout les cumuler et ne pas aller non plus dans des technologies qui soient trop high-tech, entre guillemets, où on aurait trop de temps de mise au point. Donc on essaie quand même d'aller sur des énergies renouvelables qui existent déjà et simplement de les adapter sur cette plateforme. Donc je vais vous laisser découvrir ça en images et puis on en parle juste après. Merci. Et voilà une belle pagaie pour moi. Ça va peut-être me servir ça, Lyon. Voilà dans quoi j'ai navigué pendant près de 200 jours pendant mon tour du monde. Il y a de tout, des crayons, des bouteilles, des jouets, des dentifrices. C'est absolument ignoble. Il faut vraiment taper du poing sur la table aujourd'hui et intervenir. Il n'y a pas 1 km² d'océan aujourd'hui sur la planète qui n'ait pas un minimum de 10 ou 15 morceaux de plastique. C'est un phénomène planétaire. Aujourd'hui, on a à peu près 2 morceaux de plastique sur la planète océan pour 5 poissons. On a à peu près 8 millions de tonnes de plastique qui tous les ans sont déversées dans les océans. Alors depuis 1950, nous avons produit près de 8 milliards de tonnes de plastique. Sur ces 8 milliards de tonnes, seulement une petite moitié a été recyclée, traitée. Tout le reste a été stocké ou a disparu dans la nature. C'est énorme. Aujourd'hui, c'est près de 320 millions de tonnes de plastique qui sont générées, dont presque un tiers n'est pas géré. Et sur ce tiers, près de 8 millions de tonnes se retrouvent chaque année dans la mer. Eh bien, en entendant que les efforts de prévention payent, il est intéressant d'aller chercher ces plastiques avant qu'ils ne se fragmentent en mer et avant qu'ils ne se dégradent au point d'être assimilés par l'ensemble de la vie marine. C'est notre projet avec The Sea Cleaners, c'est notre projet avec le bateau Manta. The Sea Cleaners s'est fixé comme objectif d'être autonome au niveau énergie à 75%. Pour cela, on a dissocié 2 phases de propulsion. La première où le bateau collecte les déchets à faible vitesse, à 3 nœuds. Le bateau fonctionnera avec des moteurs électriques alimentés par des panneaux solaires et des éoliennes. Et la deuxième phase de propulsion, c'est évidemment quand on veut ramener les déchets plastiques à terre, on cherche à aller plus rapidement, à 9-10 nœuds environ de vitesse de croisière. Et là, on utilisera 4 grands mâts avec des voiles Dynarig pour pouvoir rejoindre le port le plus rapidement possible. Afin de capter les gros déchets qui se trouvent dans la mer, on a installé une grosse grue à l'arrière du bateau pour capturer notamment les ghost nets, les amas de filets de pêcheurs, et on pourra les stocker à l'intérieur du bateau dans des grands containers. Pour les petits déchets, ils seront naturellement piégés entre les coques du bateau par des tapis roulants qui feront remonter les déchets à bord du bateau. Une fois les déchets remontés à bord, une équipe d'opérateurs va les trier pour séparer les plastiques et les matières organiques qui repartiront à la mer directement. Ensuite, les déchets plastiques vont continuer leur chemin pour être compactés dans des balles de 1 m3 et on pourra littéralement stocker à l'intérieur du bateau 600 balles de 1 m3, soit l'équivalent de 250 tonnes de plastique, avant de les ramener à terre, afin de suivre une filière de recyclage. Pour augmenter l'autonomie du Manta, ce bateau sera équipé d'une pyrolyse, un incinérateur qui génère du carburant à partir des plastiques non recyclables. Eh bien,
Pour faire face à ce nouveau défi, Yvan s'est d'abord entouré d'une équipe d'experts et de professionnels, le consortium technique, donc en charge de l'élaboration de toute l'étude de faisabilité. On peut utiliser des éoliennes, des solaires, on va avoir des besoins de stockage. L'autonomie du bateau va être limitée par notre capacité de stocker. Je me charge plus particulièrement sur le Manta d'étudier les différents aspects de la propulsion par voile pour rendre le bateau le plus autonome possible et également de produire son électricité de bord par le moyen d'éoliennes. Notre partenariat pour la ligne de traitement de déchets, donc c'est aujourd'hui une collecte de déchets organiques et plastiques. On essaye vraiment de faire quelque chose pour la planète et se débarrasser de tous ces déchets plastiques qui polluent les océans aujourd'hui. C'est la particularité du Manta, voilà, c'est de rassembler tous ces éléments sur une grande plateforme et de faire en sorte que cet ensemble soit le plus vert possible. L'idée du Manta, c'est aussi de collecter des déchets près de 300 jours par an. Donc c'est évidemment une donnée scientifique très hallucinante et très importante pour la communauté scientifique, où on va pouvoir dire à un moment donné, ben voilà, les déchets qu'on a trouvés à tel endroit en mer, ils proviennent de tel fleuve, de telle rivière, de tel pays. Voilà, The Sea Cleaner a pour objectif de sensibiliser les populations. Il faut s'attaquer au problème de maintenant. Ensemble, en fonction de votre taille, de vos besoins, on peut construire une histoire, construire une image autour de The Sea Cleaner et de votre entreprise sur la durée et pour une action qui est vraiment concrète. Aujourd'hui, utiliser l'énergie renouvelable et être en mesure de ramasser, de récolter tous ces produits que nous relâchons dans les océans me fascine parce que votre projet est quelque chose qui, à mon avis, va marcher très très bien. Merci. Donc vous avez vu, il y a un petit peu de travail. Hein. On va essayer de faire notre contribution, mais c'est forcément le cumul de toutes les initiatives qui fera qu'un jour on arrivera à faire quelque chose de bien. Donc la priorité, l'éducation, la sensibilisation, évidemment, le recyclage. Mais voilà, il faut aussi aller chercher ces déchets plastiques en mer. Il faut bien comprendre les chiffres sur le plastique. Hein. Aujourd'hui, ce que vous avez consommé depuis 2000, c'est plus important en termes de quantité en tonnes que tout ce qui a été consommé au siècle dernier. Donc vous donnez une idée de la consommation de plastique. Et en 2050, vous allez consommer 2 à 3 fois plus de plastique qu'aujourd'hui. Donc dire qu'on va arrêter de consommer du plastique, qu'il y aura moins de déchets de plastique dans la nature, c'est une utopie parce qu'en fait, on va passer de 6 à 9 milliards d'habitants. Tous ces habitants vont s'installer au bord des côtes, que c'est surtout les civilisations les moins éduquées, évidemment, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, l'Amérique du Sud, qui ont accès de plus en plus aujourd'hui au plastique et à la consommation. Et donc avant que ça change, bah oui, ça va changer. Oui, l'éducation va changer. Elle a déjà enclenché un pas sérieux dans les pays civilisés. Mais en tout cas, on sait bien que ça va prendre des décennies dans certains pays avant que ces plastiques puissent vraiment ne jamais disparaître dans la nature. Et dire que le recyclage est la solution ultime, c'est faux, parce que évidemment, celui qui jette son déchet par-dessus à l'extérieur de la voiture, c'est pas parce qu'on recycle mieux que ce déchet-là va être mieux géré. C'est vraiment l'éducation et la sensibilisation avant tout. Alors, le projet Sea Cleaner, c'est évidemment d'intervenir avec ce bateau collecteur, mais ça va être aussi de profiter du passage du bateau dans ces pays défavorisés pour avoir un vrai porte-étendard, un vrai message à transparaître. Parce qu'évidemment, quand on va aller là-bas, on est sur un bateau emblématique, un bateau qui ne va pas passer inaperçu, donc on va pouvoir convoquer les populations, les décideurs, les maîtres d'école, etc.,
Et puis on va pouvoir leur dire, vous voyez, là on vient de travailler pendant 2 semaines devant vos côtes, on a ramassé ces plastiques, on vous ramène 250 tonnes de plastique à terre, on s'est décarcassé, donc en termes de crédibilité, on va être plus crédible qu'un politique qui vient expliquer la bonne parole. Et du coup, on va pouvoir non seulement leur dire que c'est pas bien de jeter du déchet plastique à la mer, parce qu'ils ne le savent même pas aujourd'hui, mais surtout, on va pouvoir aussi à la fois ramener ces plastiques, mais leur mettre des outils de recyclage à disposition. Donc pour ça, on travaille avec des fabricants de pyrolyse. Nous, ça c'est pas notre technologie à nous. Notre technologie, c'est le bateau. Mais la pyrolyse, qu'est-ce que c'est? C'est refaire en sorte que le pétrole redevienne que le plastique, redevienne du pétrole. C'est avoir un processus inversé. Hein, on sait bien, 1 kilo de plastique, c'est égal à presque 1 kilo de pétrole. Et donc du coup, nous, ce plastique qu'on va ramasser dans la mer, on a pour en partie, en tout cas, il y a en gros 40% qui n'est pas recyclable, qui est recyclable, et 60% qui n'est pas recyclable. Les plastiques non recyclables, autant les consommer. Donc ça ne sert à rien de les ramener à terre, parce que de toute façon, quand ils vont arriver à terre, ils vont être soit enfouis sous la terre. C'est le cas aujourd'hui de 50% des plastiques en France qui sont enfouis encore dans des trous. Ça paraît délirant, mais c'est le cas. Ou alors ils sont au mieux incinérés pour faire de l'énergie, mais ça dégage énormément de CO2, quoi. Donc nous, on a trouvé la technique, c'est qu'on les avale finalement, nos plastiques, au fur et à mesure qu'on avance. On fabrique de l'énergie qu'on a besoin à bord. Et pour les plastiques qu'on peut recycler, ceux-là, on les ramène à terre. Donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, il y a plusieurs exemples. Par exemple, on collecte sur une zone qui est pas très loin d'une unité de recyclage, par exemple la Chine, qui commence à être équipée en termes d'unité de recyclage. Et quand on a fait le plein des cales, qu'on a rempli nos 600 mètres cubes de plastique, on revient à terre, on ramène nos plastiques dans un port le plus proche d'une unité de recyclage, et puis on repart en mer le plus vite possible. Deuxième configuration, on est loin de cette unité de recyclage, par exemple aux Philippines ou en Indonésie, et là il n'y a pas d'unité de recyclage à proximité, et c'est là qu'on va revenir à terre, et c'est là qu'on va mettre à disposition ces pyrolyses qu'on va faire financer par nos mécènes. Et on va leur dire, maintenant, on vous met un outil à disposition. Donc maintenant, vous allez pouvoir, au lieu de jeter ces plastiques à la mer, vous allez pouvoir les ramener à la pyrolyse et vous allez repartir avec votre plein d'essence de voiture gratuite. Donc forcément, tout de suite, ces gens qui gagnent 100 $ par mois vont trouver du sens dans le fait de gérer, de mieux utiliser, de mieux valoriser ces plastiques aujourd'hui, quoi. Alors la pyrolyse, on n'est pas, voilà, il y a des gens qui travaillent, on n'est pas les inventeurs là-dessus. Mais ça va se développer dans les prochaines décennies, et tant mieux, parce que le plastique, c'est vraiment un vrai problème. Aujourd'hui, avec le baril de pétrole qui est assez bas, on a du mal à lui trouver de la valeur ajoutée. Et dans le recyclage, on voit bien, même les Paprec, Veolia, tout ça, ils ont du mal à exploiter le plastique. Donc le plastique bien, ou qui est 100% recyclable, il y en a très peu finalement, qui sont, voilà, et dès qu'on se retrouve avec un objet qui a du plastique, du métal, du caoutchouc, tout de suite, on ne se pose même plus la question, ça coûte trop cher de le recycler, on l'enfouit sous la terre, quoi. Donc évidemment, la solution absolue, c'est de consommer moins. Hein, ça serait ça dans le monde, dans un monde idéal, parce qu'on voit bien que dans toutes les techniques qu'on invente, le biosourcier, le recyclage, tout ça, on voit bien qu'il y a toujours des effets pervers. Oui, il y en a qui sont plus ou moins meilleurs que d'autres, mais par exemple, il y a une très grosse unité de recyclage aujourd'hui à Rennes de plastique. On se rend compte que cette unité de recyclage, toute l'année, elle fait venir 8000 camions de toute la France avec des plastiques dedans. Et ça, eux, ils ne calculent pas cette empreinte carbone. Ils calculent l'empreinte carbone qu'eux utilisent dans l'usine, mais ils considèrent que les camions, ce n'est pas leur business, c'est autre chose. Mais nous, on a calculé les 8000 camions, ce qu'ils dégageaient dans l'atmosphère. Je peux vous dire qu'elle ne devrait même pas exister, cette usine de recyclage. Donc on voit bien qu'il y a plein de limites au recyclage, il y a plein de limites au biosourcé avec ces champs de maïs qui dégagent des gaz à effet de serre. Et que finalement, la seule vraie belle solution, c'est de pas consommer du plastique. Donc ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les océans, à 80%, c'est quand même des produits qui viennent de la terre et 20% de la mer. Et dans ces produits qui viennent de la terre, c'est essentiellement des produits en tout cas de ce que j'ai vu moi, c'est essentiellement des produits qu'on voit dans les supermarchés. Donc c'est les films alimentaires, c'est les sacs plastiques, c'est tout ça. Et on se dit, purée, maintenant qu'on on sait faire des supermarchés où il n'y a pas de plastique, parce que ça existe, le vrac, etc., ou les autres emballages type le carton, on sait faire. Donc c'est vrai que si on faisait tous l'effort de réduire nos emballages plastiques, on arriverait enfin à avoir moins de plastique dans les océans. Et donc je vous encourage, évidemment, quand vous allez dans les supermarchés, à faire cet effort de choisir un emballage plus qu'un autre. Évidemment, favoriser plutôt le carton. Mais on sait même que le verre, ce n'est pas la panacée, parce que le verre, dans le transport
Et comme c'est lourd, ça a une empreinte carbone toujours assez difficile. C'est pour ça que les grandes sociétés comme Pepsi Cola, Coca-Cola, etc. ne vont pas dans non plus, ne veulent pas revenir sur le verre, et je pense qu'ils ne sont pas prêts d'y revenir. Donc vous voyez, c'est assez complexe. Donc le Manta, pour rentrer sur le projet du Manta, le bateau aujourd'hui il sort de l'étude de faisabilité en avril 2018. Maintenant on est sûr de pouvoir le faire. On a encore 2 années où on est en train d'identifier tous les fournisseurs, les chantiers navals, les cahiers des charges précis de tout ça, et dessiner définitivement le bateau. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui depuis le mois d'avril, et ça va durer jusqu'à fin 2020, pardon. Et fin 2020, on va pouvoir démarrer la construction du bateau, qui on l'espère sera un maximum en France, en tout cas en Europe. On espère faire l'assemblage, en tout cas dans les bassins du chantier STX à Saint-Nazaire. Et on a la chance d'avoir un pays où aussi on est bien placé sur les énergies renouvelables. Les éoliennes, par exemple, on sait très bien faire, les panneaux solaires, les bateaux en acier, on sait très bien concevoir et les construire. Donc du coup, on va profiter de toutes ces technos qu'on a. Et aujourd'hui, vraiment, on a réussi en fait, sur ce bateau à dissocier la propulsion à 2 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a la propulsion quand on va à faible vitesse pour collecter les déchets. On ne peut pas collecter les déchets à 10 nœuds. Il faut vraiment marcher à 3 nœuds et collecter tranquillement les déchets. Et là, du coup, on utilise l'énergie électrique, parce qu'à la voile, on irait trop doucement avec pas de vent, trop vite avec trop de vent. Et du coup, l'énergie électrique, on la produit avec les panneaux solaires et les grandes éoliennes à l'arrière du bateau. On a jusqu'à 1 MW d'électricité de potentiel. Et ça le fait bien. Par contre, quand on veut accélérer et aller vite pour revenir à terre, parce que là, on aimerait bien aller au moins à 10 nœuds, et bien là, on se rend compte qu'il faut 20 fois plus d'énergie et que là, l'énergie électrique n'est plus suffisante. Et donc, il a fallu aussi travailler les gréements à voile, les 4 grands mâts que vous avez vus à l'image, avec 3000 m² de surface de voile. Et donc, ce bateau, en fait, ce n'est pas forcément des énergies qui n'existaient pas avant. C'est surtout le meilleur assemblage possible de toutes les énergies qu'on a pris sur les étagères et qui font qu'aujourd'hui, ça va fonctionner, ça va être autonome. Et cette pyrolyse, ce qui va nous générer de l'électricité ou du carburant, c'est assez génial pour nous parce qu'on consomme nos plastiques au fur et à mesure. Et dès qu'on n'a plus assez de vent ou assez de soleil, on fait marcher notre pyrolyse à bord et on fait le tampon comme ça. Et comme ça, dans les périodes de transition, les périodes un peu calmes, ensoleillement ou en vent, on va pouvoir brûler notre plastique et faire avancer le bateau. Et on estime qu'à 80% du temps, on ne sera pas en manque, en tout cas, d'énergie sur ce bateau. Voilà, donc le financement du projet, c'est simple. C'est pour le premier Manta, c'est vous et moi, c'est les entreprises. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Aujourd'hui, il y a 8000 donateurs qui nous ont fait confiance. Il y a 32 mécènes au dernier pointage, si je ne m'abuse. Et en fait, on a déjà réuni 28% du budget, donc ce qui est assez remarquable puisqu'on cherche des sous vraiment que depuis le mois d'avril. Et on s'est donné encore 2 ans pour financer ce bateau qui va coûter 30 millions d'euros. Alors le chiffre peut vous faire peur, mais c'est un bateau qui va, faut pas oublier, qui va fonctionner pendant 30 ans, qui va ramasser 5 à 10 000 tonnes de plastique par an, qui du coup, à la tonne collectée, va coûter 300 € la tonne. Aujourd'hui, les poubelles jaunes que vous avez devant chez vous, il faut savoir que ça coûte de l'argent. Cette poubelle jaune, elle coûte 150 € la tonne collectée quand elle arrive chez le trieur, et elle coûte 450 € la tonne une fois qu'elle est girée. Alors nous, quand on est à 300 € la tonne sur nos plastiques, pour certains pas complètement gérés parce qu'on les remet à terre, mais pour la plupart gérés entièrement parce qu'on les consomme avec nos pyrolyses, finalement on se rend compte que le coût de ramassage des plastiques en mer n'est pas plus élevé qu'à terre. Donc quand on sait qu'aujourd'hui les dégâts qu'il y a avec le plastique en mer sont 20 fois plus supérieurs à ce qu'il y a sur la mer, parce que sur la terre, finalement, ça fait des dégâts un petit peu sur les oiseaux, un petit peu sur l'écosystème, mais très peu par rapport à ce que ça fait sur l'eau. On sait bien, ça attaque toute la faune aquatique, les coraux, les oiseaux, et puis ça participe même au réchauffement climatique, ces plastiques qui flottent sur l'océan. Donc on ne peut pas se permettre de les laisser sur l'océan, quoi. Alors aujourd'hui, évidemment, le premier Manta, on n'a pas d'inquiétude, il va finir par se financer avec cette façon dont on a décidé de faire le financement, parce que c'est qu'une question de nombre, donc on va y arriver, nombre de mécènes, nombre de donateurs. Par contre, évidemment, sur les bateaux suivants, ça va être notre combat de faire en sorte qu'il y ait une centaine de bateaux à l'échelle de la planète qui puissent vraiment s'activer pour pouvoir essayer de collecter les déchets. On a identifié 100 endroits précis, alors je précise bien, toujours près de la côte, toujours près des grands fleuves.
Notre fer de lance, ce n'est pas le fameux 7e continent où il n'y a que des microbilles de plastique. Et donc là, c'est plus récupérable. C'est vraiment aller à la source de là où est rejeté le plastique. Dans les premières semaines, les premiers mois où il est jeté à la mer, où ça ressemble encore à la bouteille d'eau, avant qu'il se dégrade évidemment et qu'il se fasse piéger en microparticules dans les océans, quoi. Voilà, si vous avez des questions. Oui, bonjour. Bonjour. Une question, comment se positionne la France sur ce projet? Parce que par le passé, elle avait été... elle portait les projets du TGV ou de l'aérospatial ou du Concorde. Elle ne pourrait pas se positionner sur des projets comme ça à vos côtés? Alors, nous, on n'est pas contre, ça c'est sûr. On a compris très vite quand même qu'en termes de financement, on ne pouvait pas compter sur eux à court terme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut se mettre à leur place. C'est-à-dire qu'eux, ils ont 30 ans de retard sur le sujet, que ce soit les entreprises ou l'État. C'est-à-dire que quand tu vois que moi, on sort d'un rendez-vous chez Danone où les mecs se posent juste la question aujourd'hui de savoir comment ils vont recycler leurs produits, comment ils vont utiliser le biosourcé, ils se posent la question aujourd'hui. Ils auraient dû se poser la question il y a 30 ans. Donc ils sont en avance, ils savent déjà au niveau marketing dans 10 ans ce que leur consommateur va consommer. Mais par contre, sur le développement durable, je peux vous dire qu'ils sont à la rue totale et qui se posent ces questions. Mais le problème, mais aujourd'hui, ils ont pris conscience parce qu'ils n'ont plus le choix. Il y a une pression de leurs consommateurs. Mais du coup, tous ces gens-là et les États, notamment, ont pris conscience qu'il fallait activer le réseau. Mais le problème, c'est qu'ils en sont qu'au stade 1. Le stade 1, c'est l'éducation, sensibilisation et puis mieux trier les déchets. Aujourd'hui, en France, par exemple, on s'est rendu compte qu'on avait fait une grosse connerie de ne pas harmoniser le triage des déchets. Ça aurait dû être géré publiquement au niveau national, tout ça, depuis le début. Résultat, chacun a fait son truc dans son coin. Et aujourd'hui, ça va coûter des milliards de réharmoniser le triage des déchets en France. Et donc, ils sont sur ces dossiers-là. Et on ne peut pas leur reprocher de ne pas être sur le dossier de récupération des déchets en mer, parce que de toute façon, ils en sont encore très loin. Ils sont à 1% de ce qu'ils devraient faire. Donc, ils n'ont pas les ressources financières, ils n'ont pas l'énergie, les lois sont très en retard sur le sujet. Et puis le problème commun, c'est qu'on n'a pas de système comme l'ONU. On le sait, on l'a vu sur le problème du réchauffement climatique. On n'a pas d'ONU de l'environnement au niveau planétaire, ce qui fait qu'il n'y a rien qui régit l'environnement aujourd'hui au niveau de la planète. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de tribunal, il n'y a rien. Et tout ça, c'est hyper dur. Ce qui fait que justement, les associations, les fondations ont leur rôle à jouer. Et voilà, il faut vraiment qu'on se batte là-dessus. Et nous, on sera bien armés. Quand le bateau, on aura prouvé qu'il fonctionne, on sera bien armé pour mettre la pression, par exemple, à la communauté européenne, en disant on fait quoi maintenant? Le bateau, ça y est, on a les chiffres, ça fonctionne, ça ramasse 10 000 tonnes de plastique par an, on fait quoi? On reste les bras croisés ou on y va, quoi? Et donc là, on pourra mettre la pression, on pourra médiatiser le truc, et ça sera plus facile à ce moment-là de le faire. C'est pour ça que dans un premier temps, on y va avec le privé pour aller vite et pas perdre de temps, quoi. Sur le 7e continent, est-ce qu'on ne peut plus agir, hein? C'est ça, oui, en fait, ça, effectivement, il faut bien en être conscient, parce que le 7e continent, ce sont les plastiques qui dérivent depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et qui se sont retransformés en microbilles de plastique de 0,3 à 5 mm. Et du coup, ça, c'est à part tamiser la mer, surtout que c'est à la fois à la surface de l'eau, mais c'est entre deux eaux, c'est au fond de la mer. Il faudrait tamiser toute la mer, donc c'est impossible, c'est mission impossible. La seule vraie solution, c'est d'aller les capter à la source. Donc on sait heureusement, par exemple, que 60% des fleuves rejettent ces plastiques. Tant mieux pour nous, même si les fleuves, c'est souvent des grands deltas. On voit bien au Bangladesh, à l'Amazonie, c'est souvent des deltas qui sont étalés sur des centaines de kilomètres. Mais au moins, on sait où ça arrive, quoi. Donc on peut aller avec ces bateaux, bouger d'une zone contaminée à une autre. C'est là aussi l'intérêt d'un bateau et de la mobilité. C'est que elles sont parfois régulières, ces zones de contamination, mais parfois irrégulières. C'est quand il y a un tsunami, comme il y a eu en Indonésie récemment. Là, si on avait 3 bateaux qui étaient sur zone, on pourrait collecter et remplir le bateau en quelques jours seulement. Donc du coup, c'est l'intérêt d'avoir un dispositif à l'échelle planétaire avec des bateaux bien positionnés. Pour vous donner une idée, 100 bateaux, ça ramasse 10% de la pollution mondiale. 1000 bateaux, on pourrait dire la totalité, mais ce n'est pas vrai, puisque évidemment, au bout d'un moment, les plastiques sont trop décimés et on n'a pas une efficacité importante avec le bateau. Mais nous, on pense que 200-300 bateaux à l'échelle de la planète, ça peut ramasser 30, 20, 30% de la pollution mondiale. Et c'est toujours ça de prix.
Il y a le jeune Hollandais Boyan Slat qui a son système de barrière flottante, il peut peut-être en capter lui aussi 20%. Et puis voilà, il y a les gens qui ramassent les déchets sur la plage, ça fait aussi quelques pourcents, et on peut travailler tous ensemble pour essayer de faire quelque chose et de réduire, en tout cas, de participer à la réduction, quoi. Bonjour. Oui. Beau discours, beau projet. J'ai une petite carte postale pour vous, vous regarderez ça plus tard. Je vais poser une question très simple. Donc, beau projet, beau discours. Que faites-vous? Aidez-nous des deux choses que vous avez à vos pieds. Qu'est-ce que je fais des 2 bouteilles que vous avez à vos pieds. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut pas les acheter, tout simplement. Hein. Je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. Moi, je peux qu'encourager de prendre une gourde et de vous en servir. C'est la meilleure façon de truc. Ou quand vous en avez, moi, ça m'arrive d'avoir une bouteille d'eau, mais moi, je la garde facilement à moi. Je la remplis. Celle-là, les cristallines, c'est pire que tout parce que les bouchons, là, en fait, on peut pas. Ils servent 2-3 fois et puis après, ils ne ferment plus. Donc c'est pire que tout. En tout cas, si vous achetez une petite bouteille d'eau, n'achetez pas celle-là parce qu'elle n'est pas réutilisable. Donc moi, j'ai la San Pellegrino, là. C'est en plastique, c'est pas terrible, mais je l'utilise des dizaines et des centaines de fois, voire. Et donc, du là, au moins, celle-là, je peux la refermer, quoi. Il y a l'avantage d'être légère par rapport parfois à une gourde. Mais effectivement, ça, c'est, de toute façon, tout ce qui est plastique à usage unique, ça doit être dans un réflexe systématique. Maintenant, alors, il y a une loi, heureusement, qui a passé la Communauté européenne là-dessus. Donc tout ce qui est couvert, gobelet, tout ça, ça va être interdit à la fabrication maintenant et à la vente. Mais voilà, mais il n'y a pas que ça dans les usages uniques. Donc il faut, vous, dans vos réflexes, évidemment, éradiquer au maximum ça. Et en tout cas, on est tous des pollueurs. Donc moi, le moins compris, et j'essaie de faire mon action, mais on peut essayer de réduire chacun à son niveau, quoi. On prend une dernière question et vous aurez le temps d'échanger avec Yvan à la fin, après le concert. J'ai su que la Chine, J'ai su que la Chine refusait désormais les plastiques d'autres pays. Donc là, ça aura une incidence sur le projet puisque c'est prévu que le bateau aille ramener en Chine aux usines déjà implantées. Alors oui, effectivement, alors c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est que la Chine trouvait, évidemment, ils ont raison, trouvait complètement illogique que les plastiques repartent de l'Europe pour revenir en Chine. Là déjà, même si le transport maritime c'est le plus écologique en soi à la tonne, par kilomètre parcouru, c'était complètement débile de ramener des déchets plastiques de l'Europe vers l'Asie. Et c'est la première chose à éradiquer dans l'écologie, c'est le transport. Il faut toujours se battre pour réduire les temps de transport et les kilomètres. Et par contre, nous, on n'est pas du tout dans ce cercle-là, parce que par exemple, on travaille aujourd'hui avec Decathlon, qui n'est pas très loin d'ici. Eux, ils veulent par exemple tracer le plastique. Donc, on va ramasser le plastique dans la mer de Chine, on va le ramener dans un port chinois, on va être dans une unité de recyclage qui est à moins de 100 km du port. Et puis eux, leur usine, elle est encore à moins de 200 km de l'unité de recyclage. Et ils vont pouvoir montrer comme ça qu'il y a un cercle plutôt à peu près vertueux, à peu près correct, plutôt que effectivement tous ces plastiques qui passent d'un continent à l'autre sans arrêt avant d'avoir un produit fini qui arrive dans vos mains, quoi. Mais voilà, c'est sûr qu'il y a des pays qui ne vont pas forcément accepter au début notre démarche. On le sait, on va consulter 12 pays en fait au départ. Et on pense qu'il y a des pays qui vont dire non, parce que notamment pour le tourisme, ils vont se dire, oh là, s'il y a un bateau qui vient collecter chez nous, ça veut dire que c'est pollué, et donc il ne faut surtout pas qu'on le dise. Mais on le sait. Mais on sait aussi qu'il y en a qui vont dire oui, parce que voilà, on ramasse quand même, on nettoie chez eux, avant qu'ils soient obligés de récupérer, nettoyer les plages et tout ça. Et puis on fait marcher les unités de recyclage, donc c'est assez clean. Et en tout cas, on espère qu'au bout évidemment, avec le premier bateau, on n'aura que l'embarras du choix sur les zones où on va collecter. Et c'est l'efficacité des premiers bateaux et des succès avec des premiers pays qui feront que les pays récalcitrants finiront par se plier et dire ah oui, effectivement, nos copains à côté, ils font ça et ça marche, on va y aller, quoi. Voilà, un grand merci en tout cas. Je voulais vous dire aussi que vous pouvez nous soutenir. Il y a de la documentation Sea Cleaner, il y a un site internet. Donc on a de nombreux donateurs qui nous aident chaque mois et c'est chacun qui peut participer et contribuer au projet, même à son petit niveau. Donc n'hésitez pas à prendre cette documentation. Et je me ferai un plaisir aussi de dédicacer des livres sur l'aventure que vous avez vue tout à l'heure et puis sur le tour du monde que j'ai réalisé en Qatar de sport. Il y a des DVD aussi, la version longue de ce que vous avez vu, bien sûr. Et puis on peut échanger et discuter avec grand plaisir à la sortie. Merci infiniment et bon concert.